Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette webconférence consacrée à la gouvernance des futurs contrats de ville. Je suis Laurence Liégeois, chargée de mission au sein de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore PQNA, c'est le Centre de ressources sur le développement territorial pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous œuvrons en particulier en direction des territoires les plus vulnérables de la région, dans le but d'aider à la compréhension et à l'appropriation des politiques publiques en faveur de ces territoires, de structurer et d'animer les réseaux d'acteurs, de capitaliser et de diffuser les expériences, et puis d'accompagner aussi les ingénieries locales dans la mise en œuvre de leurs projets et des politiques publiques. Et donc, on a un cœur de métier plus particulier sur la politique de la ville, puisque nous sommes centre de ressources politiques de la ville également. Alors, cette webconférence ce matin s'inscrit dans un cycle de travaux consacré à la préparation des contrats de ville. Vous le savez pour la plupart d'entre vous, je pense. Le cycle a commencé il y a quelques semaines déjà. Les premiers temps du cycle ont été consacrés à la question des transitions dans les quartiers et à la méthode d'élaboration d'un projet renouvelé pour les quartiers à horizon 2030. Et aujourd'hui, nous abordons un second bloc de ce cycle centré sur les questions de gouvernance, euh, qui est un sujet qui suscite bon nombre de questionnements depuis les débuts de la politique de la ville. Hein. Ce n'est pas un sujet nouveau, loin de là, mais c'est un sujet qui est sans cesse re-questionné, et la préparation de ces contrats de ville est bien sûr une nouvelle occasion de reparler de cette question de la gouvernance. Alors, le temps de ce matin a deux grands objectifs, on va dire. D'une part, reposer les constats ensemble, les constats issus de cette année d'évaluation réalisée en 2022, de reposer le concept et les enjeux de la gouvernance des contrats de ville. Sur ce point, on aura l'occasion d'entendre Marie-Pierre Brun, qui est responsable de la politique de la ville à la DREETS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Oui, on t'entend très bien, c'est super. Et puis, on entendra aussi sur ce sujet un peu de cadrage Thibaut Desjonquers du cabinet Pluricité. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et puis, d'autre part, le second objectif de ce temps, c'est d'échanger collectivement sur les expériences des territoires, en s'appuyant notamment sur quelques témoignages de territoires qu'on a conviés ce matin. Alors, ce sont des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. Hein, je le dis parce qu'on a un certain nombre de participants ce matin qui viennent de l'extérieur de la région. Ces territoires qu'on a invités à témoigner ce matin n'ont pas forcément trouvé la recette de la gouvernance idéale, mais, ou peut-être, on le découvrira, hein, ils nous le diront, mais en tout cas, ils ont des bonnes pratiques à partager, et c'est pour cela qu'on les a invités à intervenir. Alors, parmi ces intervenants, il y a Sylvie Rebière-Pouillade du GIP-DSU de Bayonne et du Pays Basque. Bonjour Sylvie. Qui nous parlera, Sylvie, du modèle du GIP comme mode de gouvernance pour un contrat de ville. Il y a également Octavie et Margot, qui est chef de projet politique de la ville à Limoges Métropole. Bonjour Octavie. Pardon. Voilà, Octavie nous parlera de certaines instances de la gouvernance du contrat de ville sur Limoges Métropole, en particulier deux instances, le comité technique et le comité de coordination. Et puis enfin, on accueillera tout à l'heure, elle va nous rejoindre un petit peu plus tard, Fabienne Barbon, qui est chef de bureau de la politique de la ville à la préfecture de la Gironde. Et qui nous parlera à la fois de la démarche d'animation des conseils citoyens à l'échelle du département de la Gironde, et aussi du travail partenarial avec les bailleurs sociaux autour du dispositif de la TFPB, mais pas plus largement de comment ce dispositif permet de créer une dynamique partenariale avec les bailleurs sur le département.
Voilà un petit peu pour les différents intervenants de cette matinée, mais je le disais en introduction, vous êtes vraiment invités à prendre la parole, à réagir à ce que vous entendrez, à poser des questions. Vous pouvez lever la main, hein. Il y a cette petite fonctionnalité sur Zoom pour prendre la parole. On vous la donnera au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez aussi réagir dans le chat. Mais les prises de parole sont encouragées, voilà, donc n'hésitez pas. Avant de donner la parole à Marie-Pierre Brun pour un mot d'introduction, je voulais vous signaler deux prochaines dates dans ce cycle-là sur la préparation des contrats de ville et en particulier sur la question de la gouvernance. Le prochain temps que l'on vous propose, c'est une journée de rencontre régionale sur la participation citoyenne qui se tiendra le 26 mai à Soyaux, près d'Angoulême. Donc, on vous invite à nous rejoindre le 26 mai là-bas, vous inscrire sur notre site internet. Peut-être que mon collègue Christophe Rochard pourra dire un mot en fin de webinaire d'ailleurs sur cette journée, puisque c'est lui qui est à la manœuvre sur ce temps. Et puis, il y aura également, dans le prolongement de ce matin, des web ateliers qui se tiendront le 22 juin sur Zoom. Alors attention, la date du 10 mai sur laquelle devaient normalement se dérouler ces web ateliers a bougé. On a été contraint de décaler les web ateliers à la date du 22 juin. Donc, on vous en dira plus dans les jours qui viennent là sur ces ateliers. Voilà. Et du coup, avant de plonger, je voulais aussi signaler que je suis accompagnée ce matin par d'autres membres de l'équipe politique de la ville de PQNA. Il y a Laurine Brun. Bonjour Laurine, si tu peux te signaler. Bonjour à tous. Voilà, donc Laurine s'occupera de répondre à vos questions techniques. Elle sera sur le chat aussi un peu en continu pour recueillir vos réactions, vos questions, etc. Et puis, il y a Pauline Nounès. Bonjour Pauline, si tu peux nous faire signe. Bonjour. Voilà, Pauline qui est donc chargée de mission politique de la ville aussi à PQNA et qui est toute nouvelle dans l'équipe. Elle a commencé cette semaine et elle sera avec nous pendant une bonne partie de la durée de ce cycle d'accompagnement. Donc, vous pouvez également la solliciter en cas de besoin. Et puis, il y a Christophe Rochard. Donc, bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Voilà, chargé de mission emploi à PQNA, mais qui travaille aussi beaucoup sur les questions de politique de la ville. Bien, alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en introduction. Marie-Pierre Brun, eh bien, je vous laisse la parole pour un petit mot d'introduction autour de deux questions. La première, c'est quels sont les enseignements que l'on peut retenir de cette phase évaluative concernant la gouvernance des contrats de ville 2014-2023. Et puis, deuxième question, selon vous, quels sont les grands défis à relever pour cette nouvelle contractualisation autour de la question de la gouvernance ? Alors déjà, avant d'introduire ce webinaire, je me suis replongée quand même sur le sens et sur la définition de la gouvernance. J'ai pris un petit peu peur puisque j'ai découvert que c'était un anglicisme et je me suis dit, si on est allé chercher chez les Anglais un terme qui n'existait pas dans notre langue, c'est que peut-être culturellement, on n'avait pas forcément cette notion en tête. Et puis, je me suis souvenue que quand même, on avait quelques termes dans notre langue comme gouvernante, la personne qui régit un petit peu les règles de la maison, qui gère la maison. Et puis, je me suis raccrochée quand même aussi à la racine du mot. Et effectivement, bon, le terme vient du grec et veut dire diriger un bateau. Alors, je pense qu'effectivement, pour l'instant, nous sommes toujours à quai, mais nous allons monter dans le bateau pour une longue navigation, puisque les prochains contrats vont durer 3 ans, renouveler 3 ans, puisque l'objectif, ce sont bien les quartiers 2030, comme l'a dit notre ministre. Donc, cette navigation va être longue et je pense qu'il s'agit déjà de savoir où l'on va. Donc, avant de partir en mer, puisque je pense que l'un des enseignements que l'on a pu tirer, c'est que cette gouvernance, elle doit être au service d'un projet de territoire.
Et effectivement, si on part en mer et qu'on ne sait pas où on va, bon, on a vite fait de dériver et d'arriver voilà, sur des terres qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu de la gouvernance, en tout cas des futurs contrats, c'est bien de porter un projet de territoire et que les instances, en tout cas, qui sont définies dans la gouvernance, ne soient pas uniquement des instances qui se réunissent pour des arbitrages financiers autour des crédits spécifiques de la politique de la ville. Donc ça me paraissait vraiment important de le rappeler, puisque on a pu voir que la gouvernance, si elle n'est pas effectivement portée et animée, elle peut vite se perdre dans cet écueil. Au niveau effectivement des acteurs en présence, on a vu effectivement que la loi Lamy avait introduit un portage intercommunal. Ici, les enseignements que l'on en tire sont assez divers, puisqu'on peut avoir effectivement des intercommunalités avec de nombreux quartiers et de nombreuses communes rassemblant des QPV, où là, effectivement, on a quand même un portage communal qui reste très fort. Et puis, on a sur d'autres territoires néo-aquitains des territoires où, effectivement, au sein de l'intercommunalité, il existe une commune qui renferme un quartier. Et là, on sent effectivement que la politique de la ville n'est pas toujours portée, notamment par les élus. Donc, je crois qu'effectivement, l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait un portage politique de l'ensemble et effectivement que l'intercommunalité puisse elle aussi, porter ce projet de territoire à l'échelle du quartier. Donc ça me paraît effectivement vraiment très important. Et peut-être aussi de pouvoir dépasser des logiques très locales, puisque la politique de la ville, par définition, s'attache à la concentration de la pauvreté et donc à une échelle infracommunale très très fine, puisqu'en ce moment nous démarrons le travail sur le carroyage, donc on peut mesurer ce que l'INSEE produit. C'est assez fin, c'est de la dentelle, c'est vraiment rue par rue, carreau par carreau. Et parfois, effectivement, on a pu voir que au niveau des acteurs impliqués, ils étaient effectivement très, très locaux, ce qui a amené parfois à avoir des acteurs comme les conseils départementaux ou l'échelon régional, tant au niveau de l'État que des collectivités, un peu éloignées finalement de ce qui se passait dans cette gouvernance. L'enjeu aussi, c'est de pouvoir rassembler un nombre d'acteurs importants, et je pense que les habitants sont des acteurs importants. Le ministre l'a rappelé, il a bien dit que voilà, le maire, les élus connaissaient leur territoire, et évidemment les habitants connaissent le territoire où ils vivent, donc ça paraît incontournable d'associer effectivement dans cette gouvernance une forme de participation des habitants, et puis aussi d'associer d'autres acteurs qui nous sont peut-être parfois moins familiers, mais tout aussi importants. Vous avez évoqué, Laurence, effectivement le témoignage de la Gironde autour du travail avec les bailleurs. Je pense qu'effectivement, les bailleurs sont des acteurs très importants, tout comme le monde économique, puisque nous avons aussi par nos dispositifs, je pense au pacte, aux entreprises s'engagent, des chartes qui prévoient déjà d'associer des entreprises aussi à ces objectifs de contrat, à ces projets de développement. Donc ça me paraît aussi tout à fait important. Ainsi que d'autres acteurs, effectivement, que l'on avait peut-être moins l'occasion d'associer, mais qui sont aussi très importants sur le thème des transitions, puisqu'on a déjà eu ici avec UNA un webinaire sur le sujet. Et effectivement, on voit apparaître aussi des acteurs sur ces questions qui n'étaient peut-être pas autant mis en valeur, en tout cas en 2014, lors de la loi Lamy. Donc, il me semble qu'effectivement, il faut savoir sur ce bateau où on va mettre le cap, et effectivement, quels acteurs vont monter sur le bateau pour parvenir à effectivement agir utilement dans ces quartiers. Et je crois que la gouvernance, effectivement, elle va être définie dans chacun des contrats, puisque c'est un petit peu la première partie, le socle, c'est-à-dire fixer un petit peu les règles d'organisation de cette cohabitation d'acteurs, et surtout de la prise de décision
Je crois que Thomas Lénanquière va revenir sur le sujet, mais voilà, l'important, c'est ça, c'est d'avoir des instances et une organisation. Ah, Marie-Pierre, le son a disparu tout d'un coup. Ah, Voilà, c'est bon. désolée. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais préciser sur les enseignements retirés. Je crois qu'il y a vraiment ces deux aspects, d'arriver à effectivement associer peut-être un plus grand nombre d'acteurs, mais effectivement pour pouvoir travailler avec un grand nombre d'acteurs, puisque les sujets de la politique de la ville sont par définition complexes. Effectivement, ça sous-entend qu'on ait défini une gouvernance qui permette justement le travail de tous ces acteurs sur le territoire. Voilà, je pourrais effectivement revenir, mais je crois que pour les grands enseignements, c'est à peu près ce qu'on en tire. On ne peut pas vraiment, sur notre territoire qui est très vaste, avec des réalités très différentes, on ne peut pas vraiment avoir une ligne de force. On a différentes situations et je pense qu'il faut surtout partager une vision pour les quartiers et effectivement aussi arriver à dépasser parfois des problèmes d'ordre politique, puisqu'on peut avoir aussi des jeux de pouvoir, évidemment, comme dans toute organisation. Et à l'échelle d'une intercommunalité, quand on a une commune porteuse de QPV qui est isolée, on peut avoir aussi des tensions à ce niveau-là. Mais effectivement, l'enjeu de la gouvernance, c'est de prévoir effectivement une organisation qui permette, au-delà de toutes les difficultés, de pouvoir arriver à des prises de décision pour avancer et mettre en œuvre le projet que l'on a communément défini. Et merci Marie-Pierre. Cette question du projet, elle est importante et c'est un petit peu autour de cette question du cap que vous avez évoqué quand on voulait centrer cette webconférence d'ailleurs, puisque en effet la gouvernance, en tout cas, doit se construire autour d'un projet commun, autour de ce cap défini collectivement, de ce projet. Donc, on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette question dans la webconférence. Alors, dans le prolongement de cette introduction, je vais passer la parole tout de suite à Thibaut Desjonquers du cabinet Pluricité. Thibaut, je te laisserai te présenter puisque je crois que tu as prévu de le faire et puis voilà, tu peux partager ton écran. Alors, on a demandé à Thibaut Desjonquers d'intervenir ce matin, à la fois pour nous apporter un regard distancié sur les enjeux de la gouvernance et aussi pour venir nourrir les échanges avec des retours d'expérience de ce qui peut se jouer sur l'ensemble des territoires, sur toutes les régions sur lesquelles le cabinet Pluricité intervient régulièrement. Alors, du coup, je te laisse la main pour cette séquence qui a vocation à être un temps un peu de cadrage avant de rentrer dans une partie un peu plus de table ronde ou d'échange dans cette webconférence. À toi, Thibaut. Merci Laurence. Eh bien, je me présente rapidement. Vous voyez le PowerPoint. Ok. Bon, ça, je pourrais vous l'envoyer. C'est simplement pour un peu étayer mes propos et puis et essayer de faire avancer le schmilblick de la réflexion vers les nouveaux contrats de ville, en vous disant et puis en présentant très rapidement. Donc, je suis directeur de Pluricité, je suis enseignant à Sciences Po Paris, et puis je suis très impliqué sur des évaluations de feu les contrats de ville, de feu les CUCS, et puis de dispositifs thématiques. Et puis aujourd'hui, on est assez sollicité, soit sur de la formation, de l'accompagnement ou de la rédaction de contrats, de conventions, de dispositifs, dont la politique de la ville. Voilà, très modestement. Et donc, je vais peut-être un petit propos d'abord, vous donner un petit regard hyper rapide et complémentaire complémentaire de ce que je viens d'entendre sur la période qui vient de s'écouler, ce que je retiens de l'évaluation, mais très rapidement, et puis qui a vocation à ce que vous vous y retrouviez ou pas. Mais en tout cas, on a suivi pas mal de processus d'évaluation, et puis on a fait pas mal d'échanges avec la NCT, et puis avec
avec les sous-préfets ou les délégués du préfet. Donc, peut-être un petit regard. Et puis après, je vais vous dire un petit peu ce que je vois se tramer dans les territoires, là, en attendant les consignes de l'État. Excuse-moi, Thibaut, Ouais, excuse-moi, je ouais. t'interromps. Est-ce que tu peux mettre ta présentation Ah oui, je peux. en grand? Toc. Et tu me dis si ça marche. Est-ce que vous la voyez là ou pas? Non. Alors, non. Vous voyez quoi? On voit On voit rien. Si, on voit ta présentation. Ah, ça y est. Alors là, je crois que c'est en Est-ce qu'on la voit format. en grand? C'est dans un format animateur, je pense. Ah ouais. Alors attends, je recommence. Tac, 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 tac. Oui. Hop. Je vais essayer de faire mieux. Peut-être que ce sera mieux là. Là. Ah, parfait. C'est mieux? Oui, c'est parfait. Ok. Voilà. Bon, ben, j'étais juste en train de. Mais je ne sais pas ce que vous voyez. Donc, voilà. Donc, le premier regard, et comme je suis un footeux de base, je vais faire quelques analogies au foot parce que ça me détendait en préparant ce petit temps-là. Et ça n'a vocation que ni à vous faire sourire, mais peut-être à vous offrir une opinion décalée, quoi. Voilà. Et simplement pour juste revenir sur ce qu'on a vu sur l'évaluation et un peu pour solder la période qui vient de s'écouler. D'abord, la première chose que je retiens, c'est que finalement, on a beaucoup parlé de l'évaluation. Ça a pris beaucoup de place. Ça a parfois crispé, parfois même souvent crispé. Finalement, et là, je paraphrase Johan Cruyff, là, le bonhomme à droite en haut, qui disait que jouer au foot, c'est très simple, mais jouer à un football simple, c'est difficile. Eh bien, c'est ce qu'on a eu, cette impression, c'est que finalement, ça paraissait simple, l'évaluation, et en fait, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Mais au final, ça s'est fait, et plutôt assez ou très sérieusement, avec l'appel à des techniques quantiques, Ali, collectives, individuelles. Bref, le job a été fait dans quasiment, on a fait le compte avec la NCT, quasiment tous les territoires. Et finalement, quand on regarde l'impact ou les effets plutôt, parce que les impacts c'est un peu trop plus lointain, mais les effets de l'évaluation localement, finalement, elle a joué son rôle, elle a joué sa place. Alors, pas son rôle de pilotage, parce que c'était une évaluation finale, mais elle a permis de décrire tout haut ce qui se disait parfois tout bas, confirmer des intuitions, en tout cas, elle les a formalisées, elle a permis de pousser des sujets, et j'en ai mis quelques-uns, il y a eu ce qu'on a appelé des zooms évaluatifs sur l'innovation, sur l'accès au droit, sur les MNA, sur les zones grises des politiques publiques, sur la mobilisation du droit commun, et quelque part, elle a défriché les futures orientations. Donc, intéressant, et là, référence à Balotelli à droite en bas, c'est que finalement, elle a mis en valeur un certain nombre de choses. C'était pas le grand soir, l'évaluation n'a pas fait le grand soir de la politique de la ville, mais elle a apporté son écho d'information son écho de GBS, c'est-à-dire le gros bon sens. Voilà. Et puis, deux autres sujets. Finalement, quand on regarde comment ça a été fait, alors on est loin de l'évaluation participative, comme on dit qu'il faut la faire dans les masters en évaluation ou dans les hautes instances ministérielles d'évaluation, où on dit seule l'évaluation participative compte, et le jugement de l'évaluation doit être fait par un parterre de personnalités très diverses, etc., dans un comité d'évaluation. Bon, c'est pas du tout ce qui a été fait. Par contre, quand on regarde les méthodes qui ont été adoptées, et bien finalement, ces évaluations, elles ont plutôt très mobilisé les instances informelles ou formelles d'acteurs et d'habitants, les conseils citoyens quand ils étaient encore vivaces, et plutôt adroitement. Donc, mais c'était plutôt de la consultation, de la collecte d'informations que la formalisation d'un jugement d'ensemble tel qu'il est appelé dans la théorie par l'évaluation participative. Bien, pas bien, je pose pas de... Mais finalement, nous, ce qu'on en voit, et on a souvent travaillé sur petits sites, grands sites, en tout cas, sites dotés d'ingénierie, sites moins dotés, eh bien, l'évaluation, elle a prouvé que, en tout cas, l'évaluation finale, que quand on disposait d'ingénierie et d'outils de pilotage, eh bien, finalement,
c'était, alors c'est un peu trivial, mais a piece of cake. En tout cas, c'était beaucoup plus simple. Alors, évidemment, quand le climat est tendu, quand le partenariat gratuit, eh bien, l'évaluation a souvent peu servi et même ou alors servi de fusible. Voilà. Finalement, l'évaluation finale, et ça, on le redisait à l'ANCT, pour nous, et de ce qu'on a vu de l'intermédiaire il y a 3 ans, elle est beaucoup moins utile. Elle apporte une autre dimension beaucoup plus cognitive, mais elle est moins utile dans sa dimension instrumentale, c'est-à-dire capacité à faire bouger la programmation, les contractualisations, etc. Ça tombe bien parce qu'on est en fin de cycle. Mais par contre, et c'est notre première hypothèse, quand elle a été bien faite, quand elle est complète, quand elle a fait appel à des outils d'observation qualitatifs, quantitatifs, etc., eh bien, c'est un gain de temps indispensable pour la presse. En gros, pour faire vite, ceux qui ont bien fait l'évaluation, ils sont vachement en avance. Voilà pour le premier point. Et pour les super aficionados du football, j'ai fait une petite typologie d'utilisation de l'évaluation ou de positionnement de l'évaluation. Ça, je fais l'impasse là parce que je vais passer à ce qui s'est passé après, mais simplement pour vous dire qu'il y a eu, je vois au moins 6 manières d'avoir mis en place l'évaluation finale. Ceux qui se sont rangés sur une posture un peu minimaliste, ceux qui ont fait ce qu'on appelle le catenaccio, le bus dans la surface, pour prendre le moins de buts possible. Ceux qui se sont pris des prises de bec où il y a eu un partenariat tendu, et là, c'est un peu l'Arconada, celui qui a laissé passer le ballon dans ses buts contre l'Espagne en 82, et finalement, l'évaluation n'a pas apporté, et c'était couru d'avance de conflits. On a vu aussi, quand c'était tendu, le bouc émissaire de l'évaluateur externe. Quand tout devient compliqué, évaluateur externe qui était parfois un stagiaire, parfois un CDD, parfois un cabinet d'études, un centre de recherche, bref. Et puis, on a vu aussi d'autres formats, des cahiers des cherches très, très, très complets, avec des ambitions illimitées et puis des résultats finalement assez obscurs, en tout cas pas à la hauteur des attentes. On a vu aussi des pièges de l'exercice d'évaluation à chaque étape du processus qui ont plutôt été évités, notamment des conseils citoyens qui demandaient à être associés dans la rédaction du rapport ou dans la formalisation du jugement ou des acteurs qui s'entendaient mal, bref. Et puis finalement, on s'est rendu compte que l'évaluation s'est jouée, en tout cas son utilité s'est jouée à des temps très précis et notamment dans le bouclage. Voilà, alors pour entrer dans le vif du sujet, maintenant c'est l'après. Ça, c'est aller vite, mais en gros, ce que je vois de ce qui se passe depuis la fin de l'évaluation et d'où en sont les territoires avec qui on travaille ou qu'on observe ou avec qui on discute. Finalement, qu'est-ce qui se fait sur les territoires? Première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un gros travail pour certains de lobbying sur la géographie prioritaire à partir de données dynamiques. En gros, la posture qui a été adoptée par un grand nombre de territoires, c'est de dire que si on disposait pas des données de cadrage ou des orientations de cadrage de l'État, eh bien, il fallait prendre les devants et réfléchir en amont sur quelle était la géographie prioritaire des territoires. Donc, on a vu un certain nombre de villes, de métropoles ou d'agglos se pencher sur la question du curseur qu'il fallait mettre sur différents indicateurs pour faire sortir ou faire entrer des QVA ou d'autres quartiers dans une géographie prioritaire qui n'était que la leur. Voilà. On a vu des métropoles et des agglos réaliser des assises pour prolonger le moment de réflexion et essayer de faire en sorte que l'évaluation ne soit pas restée en suspens. On a vu des territoires, on a été témoins de territoires qui ont été plutôt emballés par la notion des enquêtes écoute-habitants, ou des enquêtes associations qui ont été mises en œuvre pendant l'évaluation et qui se sont lancées finalement dans un processus d'essaimage, c'est-à-dire en gros en se disant on va construire le T0 des futurs contrats de ville via une première salve d'enquête écoute habitants, on l'appelle comme on veut, sur les différents quartiers pour être sûr qu'on est aujourd'hui le T0, qu'on aura le T1 en 2027, à la clause de revoyure et le final, le T2 en 2030. Donc, certains se sont lancés là, dans des enquêtes un peu plus formalisées, un peu moins poussives, comme on a pu le voir en évaluation, en tout cas un peu plus rigoureuses. Voilà.
On a vu, et ça, j'y reviendrai, mais des allers-retours entre élus, pardon, avec un S, entre des élus politiques de la ville et des adjoints, pour parfois, et j'en ai été témoin avec des maires à la manœuvre, ce qui me faisait penser que la politique de la ville, en tout cas la question des quartiers, était portée haut en couleur dans les stratégies locales, avec des allers-retours, des itérations, des discussions sur les futures orientations qu'on trouvait très intéressantes, des scènes bilatérales qui, pour nous, constituaient au moins le premier pas de l'alpha et l'oméga de la nouvelle stratégie des projets de territoire. Ça me paraissait indispensable, ces allers-retours. Corollaire des discussions politiques, on a vu aussi, et c'est en cours, ça commence à s'accélérer, des discussions avec les directions de droit commun, plutôt par acteur. Donc là, on n'est pas dans des scènes multilatérales, mais on est plutôt dans des scènes locales et internes pour dégager des priorités, pour faire bouger le droit commun. Et puis, on a vu aussi des priorisations sur les recommandations. On a vu pas mal de rapports qu'on a pu lire où les recommandations n'étaient pas forcément très opérationnelles. Et là, aujourd'hui, il y a des espèces de scènes qui se construisent pour essayer de tirer la substantifique moelle des rapports d'évaluation pour justement essayer de se dire quels sont les grands défis des quartiers localement, quels sont les axes de la gouvernance, du fonctionnement, des programmations, de l'ingénierie qu'il faut renforcer, et quelles sont les zones grises à renforcer, notamment sur le droit commun à faire bouger, quoi. Et puis là, ça s'accélère nettement, et je ne sais pas chez vous si c'est le cas, on fera un petit peu le tour, mais aujourd'hui, on est dans je vous donnerai quelques éléments de calendrier, mais on est dans des temps là où la concertation avec les habitants et les acteurs, elle s'accélère. Alors, elle débute ou elle s'accélère. En gros, avec cette première hypothèse, c'est que tout ce qui a été fait pendant l'évaluation n'est plus à faire. En gros, ou dit autrement, ce qui a été fait compte aujourd'hui et est valorisé dans le programme de consultation des habitants et des acteurs. Donc, tout ce qui a été fait pendant les évaluations, eh bien, là, c'est en train d'être ressorti pour savoir d'abord pour être valorisé, pour savoir ce qui en est ressorti, et puis pour savoir comment positionner, sur quoi les scènes de concertation avec les habitants et les acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs se mettent en route à la fois sur cette concertation jusqu'à début juillet, là, c'est ce que je vois des différents territoires qu'on accompagne, et parallèlement, il y a de la rédaction de contenu en prenant en sortant l'exégèse, en faisant l'exégèse de tout ce qui a été produit pendant les évaluations, avec que ce soit des états des lieux diagnostiques de quartier, des bilans évaluatifs par thématique ou par quartier, les grands enjeux, grands défis, recommandations qui ressortent, et effectivement de l'impression que j'ai et des discussions que j'ai aujourd'hui, ceux qui ont fait les choses de manière sérieuse, très poussée, quand ils le pouvaient, quand ils avaient l'ingénierie pour, eh bien, ils ont le sentiment d'avoir gagné du temps. Et ils se disent, pour un grand nombre, ben, finalement, on dispose d'une matière conséquente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là, mais que finalement, ils pourraient rédiger là, s'ils voulaient, une bonne partie du futur contrat, si tant est que le cadrage de l'État se précise. Voilà pour. Et donc, je me disais, si jamais en face de. Et puis je vais ouvrir la discussion, hein, mais si quelques recommandations, et ce n'est pas un yaka faucon, mais si jamais vous faites partie de ceux qui n'ont pas réellement agi depuis 6 mois sur le protocole de rédaction, enfin en tout cas de conception ou de co-conception de la future contractualisation, c'est facile de le dire, mais moi je vous dirais de solder l'évaluation, de reprendre ce qui a été produit, analysé, compilé, d'organiser un round de réflexion partenariale, soit bilatéral, soit multilatéral, même si le multilatéral, je vois très bien aujourd'hui les limites de l'exercice, on reparlera de la gouvernance, démarrer aujourd'hui la concertation avec plusieurs scènes, acteurs et habitants, avec toujours cette ambiguïté, cette ambiguïté ou cette hésitation entre est-ce qu'on fait par territoire ou par thématique ou les deux.
Et puis en interne, et ça, moi, je trouve que c'est le sujet majeur, en interne et pour chaque acteur, au moins les acteurs leaders de la politique de la ville, des rencontres des élus et des services pour mobiliser le droit commun, avec cette idée de sensibiliser, provoquer, gratouiller, parce que il est indispensable que la politique de la ville joue son rôle de gratouilleur et pour faire en sorte que derrière le droit commun se mobilise, change, bouge, se renforce ou s'adapte. Et puis de commencer à poser les choses sur des sujets qui reviennent comme un boomerang à chaque début de contrat dans la politique de la ville, c'est le pilotage partenarial, le suivi, évaluation et la gouvernance, parce que ce sont des sujets censés. Je vous ai donné là, je voulais vous montrer juste sur la ville de Lyon qu'on accompagne là. Simplement, on a trouvé un truc intéressant, c'est de construire avec les élus et notamment le maire les fondamentaux politiques voilà, il y a eu des scènes et le maire nous disait que c'était la première fois depuis Raymond Barre. Alors, je dis ça pas pour le glorifier, mais plutôt pour en témoigner. On a eu des scènes avec tous les élus adjoints et les élus donc thématiques et puis les élus d'arrondissement pour dresser une commande politique, des fondamentaux politiques sur l'ambition. Alors là, je vous sors juste ce qui a abouti dans l'exigence politique, mais elle s'est déclinée concrètement avec un calendrier et une façon de faire. Et je trouve que de partir d'une osmose politique qui n'est pas celle de l'élu à la politique de la ville, mais bien celle des élus au pluriel, je trouve très intéressant comme concept pour une collectivité. Et puis, moi, je dirais qu'il faut appuyer la réflexion sur quelques sujets clés, non pas pour pointer du doigt les difficultés de la politique de la ville qui sont historiques, mais plutôt pour se dire, attention, il faut regarder des points clés, sinon on retombera toujours dans le piège de la politique de la ville, de ses spécificités et de ces difficultés qu'on a à faire gouverner, à piloter un dispositif parial qui, par essence, est complexe, quoi. Et dans ces réflexions, moi, je pensais plutôt à la question de la formulation des objectifs, voilà, comment on pourra observer qu'ils sont en bonne voie d'être atteints. La deuxième, c'est est-ce qu'on pourrait dire que cette fois, le pilotage collégial du contrat de ville est possible? Et si oui, comment? C'est très difficile quand il n'y a pas de leader, enfin, il y a des invités à la table du comité de pilotage, et notamment cette nécessité de s'assurer que les partenaires tiendront leurs engagements. Sauf que ces engagements, pour ceux qui étaient à la manœuvre lors de la rédaction des contrats de ville, eh bien, ils figurent assez peu dans le document. Et si j'en viens à la question du pilotage, pour moi, il y a une scène importante qui manque dans la politique de la ville, c'est la scène d'interpellation du droit commun, qui était normalement ce qu'on pourrait attendre d'un comité de pilotage. En fait, ça n'est pas, ou alors vous me détrompez, mais ça n'est pas ce qu'on a pu voir dans le fonctionnement des contrats de ville. Il faut absolument aujourd'hui qu'il y ait une scène d'interpellation du droit commun des autres, voilà, sans faire de l'ingérence des politiques publiques de chacun. Il nous semble important que cette scène elle soit réelle, qu'elle existe, qu'elle soit au moins 2 fois par an, et qu'elle puisse. Alors c'est pour interpeller, c'est pas pour régler les comptes, mais en tout cas ça nous paraît important. Et donc pour les collectivités, nous on pensait en réfléchissant que c'était important que les chefs de projet, en tout cas l'ingénierie de la politique de la ville, puisse permettre de jouer son rôle de tribunal d'influence auprès de ses collègues. Là, je parle plutôt au sein même des collectivités. Et pour ça, il y a des organigrammes qui sont plus probants, plus intéressants, plus pertinents que d'autres. Après, il y a la question de la lisibilité du truc complexe. Je vais vous montrer et je finirai par ça. La place de l'innovation, le nouveau dans les programmations. Aujourd'hui, quand je discute avec les différents territoires, on me dit 80-90% des programmations sont ostracisées par des actions qui sont de facto
reconduite. Donc, plutôt que, alors, même s'il va y avoir la pluriannualité, c'est tout relatif, la pluriannualité, parce que dans les budgets, hein, vous avez fait, c'est la loi qui le dit, il va y avoir de nouveau, enfin, au moins dans les budgets communaux, il va falloir voter. Donc, l'annualisation, c'est pas fini hein, en tant que tel, mais il serait intéressant de savoir comment on garde de la place pour l'innovation, y compris quand on reconduit des actions. Voilà. Y compris que c'est pas parce qu'on reconduit et que 90% des programmations sont de la reconduction d'actions qu'on ne peut pas faire de l'innovation du nouveau dans l'exigence qu'on peut avoir auprès des porteurs de projets. Et puis, il y a le dernier point, je l'ai mis en gras parce que c'est le dernier propos que je vais avoir, parce que pas trop prendre la parole, c'est le format et les qualités pour le futur contrat de ville. Je vous proposais une petite lecture, hop, et puis après on reviendra. Voilà, une petite proposition avec finalement une réflexion autour plutôt que de se dire, en attendant les consignes de l'État, plutôt réfléchir sur, parce qu'on m'a posé les questions, est-ce qu'il faut que ce soit un PowerPoint, un Word, le contrat de ville, on ne sait pas, on ne nous a rien dit, qu'est-ce qui doit figurer dedans? Moi, j'en sais pas plus que vous. Hein. Sauf que ce que je sais, c'est qu'il faut que le document soit utile. Ouais, enfin, je n'ai pas inventé la poudre pour le dire. Et pour qu'il soit utile, on s'est dit, bah, finalement, en réfléchissant avec les collègues, il faudrait peut-être 3 documents. Un premier document qui, alors on l'a appelé la Bible, mais on va l'appeler différemment, si vous voulez bien, mais c'est le document finalement qui consigne et qui engage, ça va être le document maître qui fait 150 pages, qui est engageant, qui contient les différents engagements des partenaires, qui a des annexes, le diagnostic, etc. C'est la Bible qui sert à caler un point de table, mais qui surtout se permet de se référer à un existant. Voilà. Le deuxième, c'est plutôt l'évangile, ou en tout cas le document qu'on diffuse, qui enrôle, c'est celui qui finalement qui mobilise, qui doit être approprié, qui peut avoir des slogans un peu communicants et qui, pourquoi pas, est actualisable au cours de la période. Voilà. Et puis finalement, il y a le troisième qui a toujours manqué, hein, qui a souvent manqué, qui est le document qui sert finalement au pilotage, qui est un extrait du document maître, vous allez voir comment ça s'articule, qui a une dimension programmatique a priori qui pourrait s'organiser autour d'un cycle triennal et qui permettrait d'avoir une traduction opérationnelle, alors sans faire des copier-coller de programmation qui ne servirait à rien, qui n'aurait aucun sens, peut-être qui permettrait de se dire à cette étape de la conception, qui est le type d'action à développer en fonction des territoires, des quartiers ou des thématiques. Voilà, et il peut y avoir une traduction opérationnelle avec des acteurs, les rôles et responsabilités des partenaires, etc. Et en fait, vous voyez, en faisant l'effort, et je finis par ça, promis, en faisant l'effort de réfléchir à cette maquette, cette utilisation recherchée des contrats, eh bien, on a produit ce petit tableau. Là, on est en train de réaliser ça pour la ville de Lyon et je trouvais intéressant de le faire. Alors, à la fois dans la dimension convention territoriale et la dimension projet de territoire, donc les projets de quartier, mais plutôt sur des angles territoriaux. Eh bien, vous avez un premier projet territorial qui est l'encyclopédie un peu exhaustif qui contient le préambule, la photographie, les préoccupations des habitants, les grands enseignements du bilan évaluatif et les grands défis et enjeux du quartier. Vous voyez, tout ça, pour partie, c'est déjà été fait pour l'évaluation. Il faut une actualisation, mais voilà. Donc ça, on est dans vous voyez, hop, je reviens dans la Bible. Deuxième partie, vous voyez, c'est qu'un seul document, le PDT feuille de route, l'outil de pilotage. Donc, c'est la troisième partie, hop, qui est le KT et qui contient les engagements des signataires, si jamais vous arrivez à obtenir cette dimension-là, les grandes orientations, les objectifs du PDT et l'organisation et les gouvernances. Ça marche exactement si vous ne faites pas de projet de territoire, si vous le faites par thématique, quoi. Et puis, vous avez ce dernier point, qui est le 10e, qui est le PDT, la synthèse, le résumé, la communication, et qui est la synthèse. On parlera de défis plutôt d'enjeux, parce que les enjeux, personne ne sait toujours ce que c'est, si c'est des objectifs, si c'est des problèmes à résoudre, etc. Et qui permet d'être, même si pour certains qui sont en train d'y réfléchir, je pensais vers Nantes, à boiter la synthèse dans les boîtes aux lettres des habitants pour s'assurer d'une appropriation et qui nécessite une véritable vulgarisation du document.
Voilà, donc bon, plus facile à dire qu'à faire, et ce qui montre l'importance de remplir tous ces éléments, mais qui permet de se dire que le travail reste à faire en attendant les consignes de l'État et en attendant une géographie prioritaire qui n'est pas aujourd'hui explicite, ce qui peut poser problème, notamment pour les territoires qui souhaiteraient faire rentrer des zonages ou des QVA ou QVA compris dans la géographie prioritaire. Voilà, Laurence, ça a vocation à, voilà, ni à donner des leçons, mais plutôt à vous dire un peu ce qui se voit. J'ai prévu si vous voulez, quelques outils, enfin, en fonction de vos besoins, vos demandes, et puis vos problématiques. Peut-être que je n'ai pas été sur le bon rail, mais c'était quelques hypothèses. Merci Thibaut. Bah, ce qui est intéressant là, de ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement, la manière dont tu as modélisé ce contrat de ville, là, c'est qu'il y a ce que moi j'en retiens, hein, c'est qu'il y a la question du sens. Quel est le sens de ce qu'on veut faire? C'est-à-dire, c'est un document qui doit définir le fameux cap, hein, dont on parlait au début avec l'intervention de Marie-Pierre Brun. C'est aussi un document qui doit être opérationnel, c'est la feuille de route, qui fait quoi, quand on va le faire, donc quelque chose de très opérationnel. Et puis en même temps, ça doit aussi être un outil d'animation. De mobilisation des partenaires, d'engagement des partenaires. Donc c'est vrai que ce document ou cet outil du contrat de ville, il est complexe parce qu'il doit aller sur ces 3 dimensions: le sens, l'opérationnalité et la mobilisation, l'animation. Donc c'est sans doute aussi ce qui rend l'exercice de son élaboration complexe, hein. Voilà, c'est ce que je retiens un petit peu des derniers éléments que tu nous as partagés, Thibaut. Je vous invite à réagir hein, quand vous le souhaitez aux propos que vous entendez. Ça fait sûrement écho à des choses qui se passent sur votre territoire, hein. Vous vous retrouvez ou au contraire, vous ne vous retrouvez pas. Donc, n'hésitez pas à demander la parole et puis à écrire dans le chat si vous voulez réagir. Je vois qu'il y a aussi quelques élus qui sont présents là parmi nous. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir les différents points de vue des acteurs, tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais enchaîner en donnant la parole à Octavie Margot tout de suite. Octavie, Oui. tu es parmi nous? Oui, on t'entend. C'est super. Super. Alors Octavie, donc tu t'occupes de la politique de la ville à Limoges Métropole. Et pour aller sur une dimension très opérationnelle, là pour le coup, dans le prolongement de ce qu'on vient d'entendre, on t'a demandé d'intervenir ce matin pour nous parler de certaines instances, de 2 instances en particulier, qui sont des instances qui sont au cœur de la gouvernance du contrat de ville sur Limoges Métropole. Et donc, tu vas nous en dire un mot. Donc, ces 2 instances, c'est ce que tu appelles le comité technique et la deuxième, c'est le comité de coordination. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu rapidement Ouais. en quoi ces instances consistent et quels sont leurs rôles respectifs et leurs interactions l'une avec l'autre. Ça marche. Bonjour à tous. Du coup, oui, alors assez simplement, et puis après, je vous laisserai me poser des questions si ça vous intéresse. Donc, en fait, à Limoges, on a 2 instances, donc on appelle comité technique et comité de coordination. Le comité technique, c'est le plus proche du terrain, en tout cas vraiment l'instance technique où, alors, je vais essayer d'être assez claire et de faire dans l'ordre. On a comme partenaire dans cette instance l'agglo, la ville, alors la ville-centre, puisque nous, on a tous les quartiers sur un même territoire, enfin une même commune en tout cas, la région, la CAF, l'éducation nationale et l'ADETS pour l'État.
On se réunit une fois par mois et on traite dans cette instance-là de l'ensemble des sujets d'actualité de la politique de la ville. Donc, c'est ni thématique ni territorial au final, c'est vraiment les sujets d'actu du moment. Alors, ça a été beaucoup évidemment l'évaluation. En ce moment, c'est surtout la stratégie de construction du prochain contrat de ville, la méthode, comment on fait pour faire participer les habitants, mais c'est aussi, en dehors de la stratégie, la programmation d'été, la programmation annuelle de la politique de la ville, les actions. Parfois, on échange sur les situations de certaines associations. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très divers et on y traite tous les sujets qui peuvent être apportés par chacun des partenaires. Donc, en fait, c'est aussi l'instance qui organise, qui suit et qui prépare les instances suivantes, celles qui sont aussi dans la pyramide là, des instances qu'on a. Et donc, on a le comité de coordination, alors qu'on a installé depuis presque 1 an, où on a alors l'État avec la déléguée du préfet, l'ADETS également, l'agglo, la ville, la CAF et le département. Donc, pas tout à fait les mêmes acteurs, mais du coup à un niveau plutôt DGA. DGA, directeur de la CAF, c'est plutôt, c'est le N+1, +2 de ceux qui sont au comité technique en fait. Et donc, dans cette instance-là, ils travaillent plutôt sur la coproduction d'une stratégie partagée. Ils donnent la feuille de route au comité technique sur les sujets transversaux et ils sont aussi l'instance de décision qui vient prendre la décision sur proposition du comité technique. Le but, c'est qu'à chaque fois, on ait une proposition technique partagée par l'ensemble des partenaires qui se trouvent en comité technique pour avoir une prise de décision ou un débat ou de venir ajuster les sujets qui sont proposés en comité de coordination. Du coup, cette instance, excuse-moi Octavie, vas-y. cette instance, elle est récente, le comité de coordination, tu nous as dit une année à peu près. Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé cette instance et comment vous fonctionniez avant du coup et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette instance nouvelle? Je pense, alors, un besoin très concret d'acculturation du niveau DGA, que ce soit pour l'agglo, pour la ville, mais aussi, ce que je trouve intéressant, du coup, d'avoir cette formule-là aujourd'hui, c'est qu'on a une instance de décision régulière, en fait, dans l'année. Parce qu'avant, on avait donc comité technique et COPIL, enfin, comité de pilotage, où on avait là une représentation, président, maire, préfet, une fois par an. Donc, en fait, on n'avait que cette instance-là pour prendre des décisions, etc. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est le comité de coordination se réunit presque tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc, tous les mois ou tous les 2 mois, on a l'occasion d'avoir une décision, d'avoir un débat, de trancher, de réorienter le travail du comité technique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'efforce, depuis qu'il y a cette instance du comité de coordination, on s'efforce en comité technique de faire des propositions partagées. À chaque fois, le comité technique, c'est une instance de débat, un temps d'échange entre partenaires pour aboutir. Alors, soit on partage tous les choses et on parle d'une seule et même voix, ou alors justement, on vient confronter les idées. En tout cas, on vient débattre et on propose la prise de décision au comité de coordination. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vous laisse peut-être réagir si ça vous parle. Enfin, après, je suis aussi curieuse de savoir si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous faites sur vos territoires ou pas du tout. Parce que voilà, c'est une formule, mais ce n'est pas forcément la bonne. Des fois, sur certains sujets, ça fonctionne bien, sur d'autres, c'est aussi parfois pas forcément facilitant parce qu'en fait, on multiplie un peu les instances. Mais, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation où c'est pas facilitant? Ouais,
en fait, sur les situations où il y a des accords déjà au niveau, enfin des accords. En tout cas, on ne partage pas les mêmes priorités ou les mêmes enjeux au niveau du comité technique. Et au final, quand on se retrouve en comité de coordination, bah, parfois, voilà, il n'y a pas de décision commune, quoi. Il faudrait presque attendre le copil pour avoir pour trancher. Et voilà, alors que le timing, c'est pas vraiment ça. J'ai pas d'exemple très concret en tête. Ok. Et du coup, quel regard est-ce que tu portes d'une manière générale là, sur ce fonctionnement aujourd'hui, bon, qui n'a pas toujours été ce qu'il est, mais alors ton regard personnel, mais aussi peut-être à l'échelle de ta direction, quel est des élus aussi avec lesquels tu travailles au quotidien, quel est le regard porté sur ce fonctionnement des instances là, telles qu'elles existent aujourd'hui? Bah, il y a forcément la charge de travail supplémentaire, puisque plus il y a d'instances, plus on les prépare, plus on rend compte, etc. Enfin, forcément, voilà, ça charge l'agenda. Par contre, un avis plutôt positif sur le fait que on a un niveau DGA ou DGS qui est plus au courant, plus régulièrement, qui suit davantage les sujets, plus en détail que ce que ça pouvait être avant. Et puis, du coup, on a des élus qui sont plus au courant. Voilà, ils ont de l'info plus régulière. Et puis, on peut, enfin, voilà, comme je disais, le fait de pouvoir prendre des décisions, ça fait aussi avancer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une instance qui arrive une fois par an pour valider des choses de manière partagée, quoi. C'est-à-dire que, ouais, presque toutes les 2 semaines, on a quand même tous les partenaires du contrat de ville qui se réunissent et qui échangent. Donc ça, c'est positif, quoi. Oui, donc c'est finalement un fonctionnement qui permet d'assurer une mobilisation en continu, Ouais. à la fois politique et technique, et puis de décloisonner, parce que si je comprends bien, c'est des instances voilà, qui facilitent la circulation des De l'info, informations ouais, et donc exactement. le travail transversal, quoi. C'est ça. D'accord. Après, dans les perspectives, c'est vrai que je m'interroge sur ce comité de coordination et je me dis que ça peut aussi être le bon échelon de la mobilisation du droit commun, en tout cas des collègues de droit commun, parce que quand on a un niveau DGA ou délégué du préfet ou directeur de la CAF, on peut, c'est le bon échelon, je crois, pour aller chercher les collègues du droit commun et pour les sensibiliser aussi les autres élus, pas seulement de politique de la ville. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi un bon échelon pour faire ce travail-là. Mais voilà, à voir pour l'instant, on n'a pas évoqué. D'accord. Merci beaucoup, Octavie. Thibaut, est-ce que tu veux réagir peut-être à ce que Octavie Margot vient de nous partager? Ouais, moi je trouve intéressant le premier point, là, les scènes mensuelles. Je trouve que c'est le problème de la politique de la ville, c'est, je trouve que il y a une difficulté à accorder, en tout cas à donner une vraie place au comité de pilotage, qui sont des scènes d'enregistrement qui sont annuelles, où souvent, je dis bien, après, il y a toujours des exceptions, hein, où souvent il y a assez peu de dialogue, assez peu de, voilà, de débat. On enregistre, 70 ou 80%, c'est la programmation, avec des sujets qui sont déjà ressassés. Bref, et c'est pour ça, et ce que vous faites là, je trouve, c'était un peu à l'instar de ce que je pensais. Comment créer des scènes qui permettent de suivre les avancées, de pointer du doigt les difficultés, de dire essayons ceci, lancer des expérimentations, donner un petit peu de peps autour peut-être des 5-6 acteurs clés, parce que c'est vrai qu'à 40 ou à 60, on a du mal à le faire ensemble, quoi. Après, on dit souvent en management que sans leader, ça ne marche pas. Là, la politique de la ville, c'est de dire qu'il n'y a pas de réel leader, même si en tout cas, c'est une compétence partagée.
Je trouve que moi j'aime bien cette idée-là, avec un format d'interpellation du droit commun sans ingérence qui est difficile à trouver, mais qui est absolument nécessaire. Et quand on n'arrive pas à le trouver, c'est au moment de l'évaluation où ça se chamaille parce qu'on dit des choses, où il est écrit des choses. Vous savez, mais vous ne pouvez pas dire ça. Voilà, mais si on le faisait, on considérait qu'on peut avoir ce souci du dialogue permanent sans se sentir attaqué, bah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas facile. Hein. Et d'ailleurs, le Grand Avignon nous dit dans le chat que sur leur territoire, ils ont décidé de supprimer le comité de pilotage suite à l'évaluation finale du contrat de ville. Merci pour ce c'est radical au moins. Ouais. Et du coup, on s'interroge sur les instances qui restent, peut-être, sur le Grand Avignon. Si vous pouvez nous en dire un mot, peut-être dans le chat ou en direct, n'hésitez pas. Christophe Rochard de Pécléna. Ouais. La main est toujours levée, mais c'est pas grave. Ah non, je vais la baisser. J'ai bien aimé, merci pour les propos de chacun là. Il y a une expression de Thibaut que j'ai retenue, c'est cette scène d'interpellation du droit commun. J'aime bien cette expression parce que je pense qu'elle répond vraiment à un enjeu majeur de la politique de la ville, ça arrive à questionner tout le monde sur ce qu'il est en mesure de faire pour les habitants des quartiers. Et j'ai l'impression que la deuxième instance qu'Octavie a mentionnée répond pour partie à ça. Alors, ma question, elle s'adresse à un peu tout le monde, à Thibaut et à tout le monde, c'est est-ce que vous avez d'autres exemples de scènes d'interpellation du droit commun qui peuvent prendre des formes, je pense, tout à fait différentes? Donc peut-être Thibaut, d'abord, est-ce que vous avez vu dans votre parcours des formats, des types d'instances, de lieux, des trucs un peu particuliers ou pas, qui répondent à ça? Et puis ma question, elle s'adresse à tous les participants. Merci. Alors Thibaut, et puis après, il y a Sylvie Rebire-Pouillade qui souhaite intervenir après Thibaut. Alors, au risque de décevoir Christophe, je n'ai pas connaissance d'un lieu de ce type qui permette de s'interpeller de manière multilatérale. C'est-à-dire, je connais des lieux où il y a eu des scènes d'interpellation bilatérale, notamment entre l'État et la métropole, voilà, ou le PCI, quoi. Mais une scène d'interpellation collective, je n'en connais pas. Et je peux t'avouer même, Christophe, que si demain je devais animer une de ces scènes, je ne sais pas comment je ferais. Parce que, mais pourtant, le sentiment et je pense que c'est ça qu'il faut. Par contre, est-ce que c'est un doux rêve ou est-ce que c'est est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Par contre, de l'imaginer concrètement, je ne sais pas comment je ferais. Voilà. Certainement possible. Sylvie. Alors, par rapport aux scènes d'interpellation, je pense que c'est très intéressant effectivement de poser cette question-là. Dans notre raisonnement, dans le raisonnement que l'on vient d'écouter, dans le raisonnement qui a été présenté, que ce soit de la part de Monsieur de Jean-Pierre ou de la part d'Octavie, on raisonne dans une organisation, dans une structuration, dans des politiques de droit commun qui sont les unes à côté des autres, sur une politique de la ville qui est posée en transversalité a priori à côté des autres, on raisonne sur quelque chose qui est figé. Pour moi, alors, j'ai expérimenté beaucoup de politiques de la ville puisque j'en suis à je ne sais pas combien de contrats de ville depuis les années 80, fin 80 jusqu'à maintenant. Ce sera mon dernier contrat de ville. J'aurais tendance à dire que plus on sera dans des organisations fluides et informelles et qui peuvent se donner des marges de manœuvre, plus on aura de scènes d'interpellation. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Il n'y a pas une seule façon de faire la mobilisation du droit commun par des réunions, des organisations, des schémas qui vont dire il y a un comité de pilotage, un comité technique, un comité de coordination. Et ça ne sert à rien. Les objets, ces entités ne servent à rien.
il faut simplement que les personnes qui sont en charge de la politique de la ville et les professionnels de la politique de la ville, que sont normalement les chefs de projet, ne soient pas cantonnés à un travail d'animation de ces espaces et de faire des comptes rendus qui remontent, qui descendent, qui vont voir les élus à droite à gauche, mais qui créent des scènes de participation sur le territoire. C'est ce qu'on appelle la politique de développement, c'est-à-dire qu'on fait du développement local. C'est notre job. Notre job, ce n'est pas de faire des comptes rendus de comité de pilotage, de comité technique, de comité de coordination, d'ateliers, machin et tout. Notre job, c'est de mettre en place sur le territoire des scènes de participation. Et moi, je vais prendre le registre de l'emploi et du développement de l'activité économique. La mission en rue nous a confié au GIP, dont on parlera tout à l'heure, une mission sur l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par un premier cercle avec les habitants et les associations, et puis progressivement, on a fait monter en puissance des éléments constitutifs d'une politique de développement de l'activité économique sur les quartiers en matière d'économie sociale et solidaire. On a fait émerger des acteurs, on a créé des structures. Du coup, on a bien été obligé d'avoir les politiques de droit commun qui s'intéressent à nous. Et puis, du coup, on a eu les institutions, du coup, on a eu les élus, du coup, on a eu… Voilà. Ça veut dire que c'est notre job, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on prévoit théoriquement, comité de pilotage, comité technique, comité de coordination, atelier thématique, machin et tout, c'est pas ça le plus efficace. Le plus efficace, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'avoir le leadership, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en capacité, avec les diagnostics que l'on fait ou avec les scènes de participation qu'on organise sur les quartiers, sur les territoires, on est en capacité d'interpeller les politiques de droit commun parce qu'on leur dit c'est là qu'il faut être et c'est là qu'est votre place parce que nous, on ne fait que susciter la création de projets et le développement d'une politique, mais à un moment donné, c'est vous qui êtes responsable. Et alors, le problème qu'on a, c'est que ça ne se fait pas en 3 minutes et demie. Ce n'est pas parce qu'on a 2 heures de réunion que ça se fait. Ça veut dire que, par exemple, sur la démarche d'économie sociale et solidaire, on a fait 3 ans la démarche. Ça veut dire qu'on s'est donné le temps de construire nos cercles autour de nous pour qu'effectivement, aujourd'hui, la politique d'économie sociale et solidaire, elle soit exemplaire sur le quartier des Hauts-de-Bayonne. On a mis 3 ans et on l'a commencé en 2013 et aujourd'hui, on la concrétise plus ou moins avec la création d'un pôle ESS et qui va encore plus loin. Voilà, et qui va devenir le fer de lance de l'agglomération sur l'ESS. Enfin voilà, c'est-à-dire que il ne faut pas tout confondre dans la politique de la ville. Il y a ce qu'on peut maîtriser sur un instant donné et qui peut faire l'objet de réunions, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait à côté. Et c'est ce qu'on fait pour donner à connaissance, partager un diagnostic. Tout à l'heure, j'en parlerai. En matière de santé, la réponse de l'ARS, enfin à l'époque c'était la DAS, où c'était le début de l'ARS et de l'agglo et de la ville, c'était de me dire, il y a plein de médecins, il y a plein d'infirmières, il y a plein de kinés, il y a même une clinique à côté, il n'y a pas de problème de santé. Eh si, il y a des problèmes de santé dans les quartiers, parce qu'on a construit effectivement avec les acteurs une étude, des statistiques qui a montré qu'effectivement, la santé, c'est culturel. Et c'est pas parce qu'il y a des médecins en pied d'immeuble que tout le monde est en bonne santé. Et au contraire, c'est même le contraire, puisque quand les gens arrivent aux urgences, ils sont plus malades quand ils habitent le quartier qu'ailleurs. Un enfant qui naît à égalité à Bayonne et à Biarritz, quand il habite les quartiers du Haut-de-Bayonne, à 6 ans, il a tous ces indicateurs qui sont rouges. Le taux d'obésité des enfants du quartier, c'est 13%, alors qu'ailleurs, c'est 3% en moyenne. Voilà. Mais peu importe qu'on ait un comité de pilotage ou pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on apporte au droit commun ces éléments-là en leur disant « Regardez, ok, il y a des médecins, ok, il y a ci, il y a ça, mais regardez quand même, il faut faire quelque chose. » Et c'est là que la politique de la ville, elle a son utilité. Donc voilà, c'était plus une remarque sur le fait qu'à un moment donné, il faut, quand on fait de la politique de la ville, être assez agile pour se sortir des cadres qui nous sont imposés, et notamment les cadres qui nous sont imposés par des collectivités territoriales ou par l'État qui aiment bien ranger dans des cadres les politiques publiques et surtout qu'elles soient bien rangées les unes à côté des autres et qu'elles fassent bien le job. Voilà. Et on sait très bien aussi, ce qu'il faut partir comme principe, c'est aussi de partir du fait que toutes les politiques publiques sont faites pour une moyenne et que nos quartiers ne sont pas dans la moyenne. Donc, il faut qu'on trouve les moyens pour aller les chercher et les interpeller. Voilà.
Oui, ben merci pour cette intervention, Sylvie. C'est vrai que quand on parle de gouvernance, on parle d'instance, et je pense que le sens de ce que vous venez de nous partager, c'est que bien entendu, l'enjeu dépasse bien largement la question des instances, mais c'est effectivement aussi le rôle du chef de projet politique de la ville dans cet ensemblier là qui est déterminant, et on y reviendra effectivement tout à l'heure. Dans quelques minutes, avec votre témoignage sur le modèle du GIP qui met au cœur la question de l'ingénierie de la politique de la ville. J'ai vu Fabienne Barbon nous rejoindre. Je voudrais lui laisser la parole tout de suite parce qu'elle est en temps limité. Alors, je pense qu'il y a un micro ouvert. Oui, vous m'entendez? Oui, Fabienne, on t'entend. Merci de nous avoir rejoints. Alors, donc, tu es chef de bureau de la politique de la ville à la préfecture de la Gironde. Oui. Et on t'avait proposé d'intervenir ce matin pour nous parler de deux éléments, la question des conseils citoyens et de leur animation telle que vous l'avez animée collectivement à l'échelle du département, et aussi un deuxième sujet qui concerne le partenariat avec les bailleurs autour du dispositif de l'abattement de la TFPB. On peut peut-être commencer par la question des conseils citoyens, et avant de rentrer dans ce que vous avez fait pour les animer un peu sur le long cours, et comment vous y êtes pris aussi sur ce temps un peu charnière de l'évaluation et maintenant de la préparation des contrats. Une question plus générale, selon toi, cette question de la participation des habitants et cette instance inscrite dans la loi obligatoire du Conseil citoyen, quelle place ça doit occuper dans la gouvernance globale de la politique de la ville? Comment est-ce que toi tu vois quelle est ta vision en tout cas de ce sujet-là, de la place des habitants dans la gouvernance de la politique de la ville? Moi, elle me paraît assez essentielle, cette place des habitants dans les quartiers, enfin dans tous les projets de territoire. Le problème, c'est que ça a des limites. Je sais qu'en une fois qu'ils ont été installés, ils ont été hyper sollicités, surtout sur la TFPB, sur les projets de quartier. Le problème, c'était de trouver un peu l'équilibre pour ne pas les sursolliciter aussi, mais en même temps qu'ils soient dans la boucle sur tous les projets pour donner leur avis. Ça me paraissait essentiel. Nous, en 2016 et en 2018, on a fait une animation avec l'ensemble des conseils citoyens du département. On en avait 27. Voilà, et pour répondre à leurs questions, à leurs problématiques, voir comment on pouvait mieux travailler avec eux, et éventuellement ce qu'ils attendaient aussi des institutions. Je suppose qu'en tout état de cause, le travail qui est fait sur l'ensemble des départements, on retrouve toujours les mêmes problématiques, soit pas assez sollicité, soit trop sollicité, un langage compliqué à appréhender. Certains sont partis en formation ERU, et c'était très amusant, notamment sur une des communes. Ils posaient des questions tellement pertinentes que la DDTM s'en était étonnée, parce que il y en a beaucoup qui se sont vraiment engagés sur les territoires. Ce qu'on a envisagé là, entre l'évaluation, pour faire court, entre l'évaluation et la réalisation de contrats de ville, ce qu'on a fait depuis le début de l'année, on prévoit une réunion un soir par semaine, un soir par mois, le dernier mercredi, je crois, de chaque mois avec eux. Les réunions sont animées par un sociologue, Mediasgui, que beaucoup d'entre vous doivent connaître,
avec une fois sur deux les institutions. C'est-à-dire qu'ils ont aussi éprouvé le besoin de se retrouver en eux pour recréer une dynamique entre les différents conseils citoyens, sachant qu'on en a qui viennent de se réinstaller, d'autres sont là depuis le début, mènent des actions, font venir par exemple les pôles emploi ou les missions locales en bas des immeubles. Enfin, j'ai appris encore à la dernière réunion qu'il y en avait un qui avait même fait une étude sur la vieillesse sur un quartier. Enfin, moi, il me scotche parfois. Leur capacité de travail, de mobilisation est parfois assez étonnante. Et peut-être, justement, ceux qui sont déjà installés, qui font des choses, c'est créer une certaine émulation avec ceux qui viennent de s'installer, voir un peu ce qui a été fait, un échange d'outils. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Ce qu'on a prévu sur le contrat de ville métropolitain, notamment, c'est ce qu'il faut savoir sur le contrat de ville métropolitain, c'est qu'on a mis en place des jeudis des contrats de ville. Le problème, c'est que ces jeudis de contrats de ville, c'est 14h, 16h ou 14h, 17h, et que parmi les conseils citoyens, on en a un certain nombre quand même qui travaillent. Et pour ne pas les pénaliser, le but, c'est de les faire travailler une fois sur deux sur les thématiques qu'on a commencé à travailler dans les jeudis des contrats de ville, et d'échanger aussi sur ça, sur chacune des thématiques, pour qu'ils alimentent aussi notre contrat de ville, quoi. Voilà. C'est plus facile. Enfin, moi, j'ai 3 contrats de ville. J'en ai un en métropole et là, c'est plus compliqué. Sur les 2 autres contrats, c'est un quartier, un conseil citoyen. Là, ils sont systématiquement associés à tout. Et c'est bien plus simple. Voilà. Mais pour moi, c'est leur œil, leur expertise d'usage, comme on dit, est essentiel sur le renouvellement urbain. Et ça, ils étaient systématiquement associés depuis le début sur les opérations de renouvellement urbain, sur tous les projets de territoire et sur l'élaboration des contrats de ville, le suivi des contrats de ville, et pas que, effectivement, j'entendais parler du COPIL tout à l'heure, pas uniquement sur de la validation, mais aussi sur de l'élaboration. Ah, je crois qu'on a perdu Fabienne temporairement. Fabienne, je crois que ta connexion est instable, il semblerait. Ah oui, on a perdu Fabienne. Bon, c'est dommage, j'avais encore une petite question à lui poser, mais c'est pas grave. Thibaut, est-ce que tu as par rapport à la place des habitants dans la gouvernance, est-ce que tu as un exemple frappant d'un territoire qui aurait mis en place quelque chose d'innovant, de particulier auquel tu pourrais penser? Oui, j'ai quelques... Vous m'entendez? Ah, allez-y. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi, je suis sur mon téléphone, c'est pour ça que ça marche peut-être pas très bien. Ce qui a été mis en place avec les conseils citoyens ou ce que les conseils citoyens ont mis en place? Allô? Oui, j'ai pas compris tellement la question. Tu me demandais ce qui avait été mis en place, mais avec les conseils citoyens ou ce que les conseils citoyens, eux, ont mis en place, parce qu'ils mènent des actions, ils sont assez surprenants, et j'en donnais 2 exemples tout à l'heure, sur un conseil citoyen qui me surprend énormément en permanence, quoi, par ce qu'ils font sur les territoires. Bah, tu peux nous donner des exemples de choses qu'ils ont mis en place, eux? Ce que je disais tout à l'heure, c'est ils ont mené une enquête sur le vieillissement en quartier en faisant du porte-à-porte. Ils ont mené un audit sur ça. Ils font venir,
ils ont acheté une caravane qu'ils ont transformée en caravane de l'emploi où ils font venir en bas des bâtiments. Ils font venir Pôle emploi et les missions locales. Enfin, ils le font au moins 1 à 2 fois par an pour justement remobiliser les habitants des quartiers. Enfin, voilà, certains sont assez surprenants. Il y en a d'autres qui mènent des actions du style les cafés citoyens pour justement aller chercher la parole des habitants. Ils le font très régulièrement. Ils le faisaient au début pour se faire connaître, pour faire connaître leur mission, et puis pour amener vers les communes, et même après vers les contrats de ville. À l'échelle métropolitaine, notamment, je pensais à un conseil citoyen. Toutes les questions qui restent posées encore sur ces quartiers-là. Voilà, enfin, ils ont été associés, enfin, il y a eu un problème à un moment donné sur la rive droite, sur la destruction d'équipements publics. Et finalement, le conseil citoyen avec la commune s'en est emparé pour être transformé par un chantier jeune pour faire une fresque et reconstruire l'équipement qui avait été abîmé. Enfin voilà, il y a un travail, il y a une mobilisation. Ils vont au-delà des missions qui leur étaient proposées par la loi, enfin pas imposées, j'aime pas ce terme, mais proposées par la loi. Mais c'est aussi une manière par les actions d'aller chercher les habitants, les autres, et puis de chercher l'information et de ramener une autre forme, une information vers les habitants aussi, puisque c'est de l'aller vers, mais aussi un retour d'information aussi vers les habitants. On vous a convié ce matin, Sylvie Rebière-Pouillat, vous êtes directrice du GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque, pour nous parler justement de ce modèle du GIP qui est un petit peu une rareté dans le paysage des gouvernances locales de la politique de la ville. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge tout d'un coup. Sur ce modèle du GIP, très rapidement, Sylvie, parce qu'on a perdu un peu de temps, est-ce qu'on peut aller directement se concentrer sur les instances du GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque, comment elles fonctionnent, et ensuite l'organisation interne, parce que je pense que c'est ça qui va intéresser le plus les participants qui sont présents avec nous. De toute façon, j'en ai pour 3 minutes à présenter, hein, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, le GIP, simplement, pourquoi est-ce qu'il y a un GIP? C'est qu'avant, il y avait déjà une association des élus avec l'État et chacun y était en son nom personnel, les élus comme le sous-préfet. Donc, on a transformé ça en GIP en 2001 pour la politique de la ville. On a différentes missions au GIP. Vous voyez, on ne fait pas que du contrat de ville, on s'occupe aussi du pacte de Cité Lab, Cité éducative, le pli et la clause d'insertion. Les GIP, c'est une invention de l'État qui est très conscient effectivement que c'est compliqué de faire des politiques publiques et que quand il a besoin de coopérer, l'État, il crée des entités. On l'a par exemple sur l'Agence nationale, la politique d'agencification de l'État, hein, qui a agencifié une partie de ses missions parce que s'il continue à les développer lui-même, il n'y arrive pas. Donc, il a besoin de partenaires. Donc, le décret fondateur des GIP, c'est 93 et aujourd'hui, on est simplement une individualisation d'une activité particulière qui implique plusieurs partenaires. Quand je vous parle du contrat de ville, du pacte de Cité Lab, Cité éducative, le PLI, vous avez ici tous les partenaires. Vous avez l'État, l'agglomération avec l'Agence nationale de coopération, vous avez la région, vous avez le département, vous avez l'Europe et vous avez la BPI. Là, une fois que vous avez tout ça dans un conseil d'administration, ça veut donc dire que vous avez les représentants qui sont décisionnaires. Le président du GIP, c'est un élu communautaire et le vice-président, c'est le sous-préfet. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'on a en interne une instance décisionnaire
qui peut agir sur tous les domaines sur lesquels on travaille. Nous, notre finalité, alors vous voulez que j'intervienne sur les instances, c'est comme une association, un GIP, il y a un conseil d'administration et une assemblée générale. La seule chose, c'est qu'on est de droit public, avec des personnels de droit public qui ont un contrat de droit public et qu'on a une comptabilité publique, puisqu'on peut redistribuer de la subvention et qu'on peut, on est contrôlé par la Cour des comptes. Donc, du coup, on est un démembrement de la puissance publique pour des missions particulières. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et le GIP, ça permet au moins de mettre ces missions-là qui sont comandatées, cofinancées, on les met à part de l'inféodation, que ce soit de l'État ou des collectivités territoriales ou d'un département ou peu importe de qui. Ça veut dire qu'on est là pour le projet. On ne dépend pas d'un organigramme d'une collectivité territoriale, on n'est pas chef de projet politique de la ville dans une sous-direction, d'un sous-chef de machin, d'un sous-chef de bureau et qu'on a accès au maire jamais. Voilà. Là, le GIP, on est directement en relation avec ceux qui décident. Voilà, donc c'est ça. Et donc, nous, sur la politique de la ville, je rappelle quand même que les agglomérations ont obligation d'avoir, enfin, c'est une des 4 compétences obligatoires de la loi NOTRe, la politique de la ville. Donc, c'est bien qu'ils s'en soucient un petit peu. J'ai entendu tout à l'heure que certaines agglomérations, ce n'était pas tout à fait ça. Voilà. Donc, nous, notre objectif, qu'est-ce qu'on fait? On produit du diagnostic partagé avec les habitants, avec les acteurs. Notre objectif, c'est de montrer là où il y a des dysfonctionnements. J'ai parlé de la santé tout à l'heure, je pourrais parler des pratiques sociales et culturelles des habitants, où on a travaillé sur les politiques culturelles. Ça coûte énormément d'argent aux collectivités territoriales. Il n'empêche que si on regarde de plus près comment ils sont appréhendés par les habitants, il y a 0 habitants des quartiers prioritaires qui vont au conservatoire. Il y en a 0 qui fréquentent les clubs qui sont les plus prestigieux. Donc, à un moment donné, on a essayé de montrer ça et ça a permis de mettre en place des actions de médiation pour qu'il y ait d'autres moyens qui se mettent en place. Voilà. Donc, nous, c'est aussi, on a des budgets qui nous permettent de financer les projets. Alors, il me semble que c'est un peu plus haut que je l'ai présenté. On a un budget, on a 1,6 million de budget. Et un tiers, c'est l'État, un tiers, c'est l'agglo, ensuite, c'est le département, la région, les fonds européens et BPI qui nous permettent d'intervenir. Et nous ne sommes que 15,6 équivalents temps plein. Et sur la politique de la ville, il n'y a que 1,8 équivalents temps plein. Et ça représente pour la politique de la ville, on est presque sur 500 000 € de subventions que l'on redonne sur le quartier. Donc 500 000 €, ça commence à être important pour un territoire où, dans nos QPV, on est à peu près 5 000 habitants. Parce que, si vous voulez, chacun ne fait pas… En plus, on n'a pas d'appel à projet, on n'a pas de date butoir. C'est-à-dire que les acteurs déposent leurs projets quand ils sont prêts, quand on a travaillé avec eux pour qu'ils soient prêts. Nous, on capitalise, entre guillemets, l'argent de l'État, de l'agglomération, du département sur la politique de la ville. Il est sanctuarisé au sein du GIP et on fait guichet unique. Donc, on n'a pas besoin de déposer 3 dossiers de demande de subvention avec chacun ses instances décisionnelles, le maire qui veut, le président de l'agglo qui veut, le sous-préfet qui ne veut pas. Enfin, voilà, c'est pas chacun pour soi, c'est chacun pour tous et ensemble. Voilà. Voilà, donc… on gère aussi la cité éducative directement, c'est nous qui la gérons. Donc, on est le 4e pied de la Troïka puisque c'est nous qui la gérons et qui l'animons. Voilà. C'est ni la ville, ni l'État, ni l'éducation nationale, c'est le JDSU. Voilà. Donc, vous dire simplement, on fonctionne comme une association, on a un objet précis, on a des missions d'animation, d'ingénierie, de gestion et on a les décideurs qui décident avec le conseil citoyen, puisque le conseil des citoyens est dans notre conseil d'administration, c'est les instances décisionnelles. Et si on a besoin d'interpeller le droit commun, c'est au niveau du conseil d'administration qu'on va aller interpeller, alors qui de Pôle emploi, qui de la mission locale, qui du conservatoire de musique, qui… de l'atelier santé-ville qu'on a monté ou les acteurs de santé, voilà. Et surtout, on produit beaucoup de diagnostics et on produit beaucoup d'études. Voilà. Soit en régie interne, moi j'ai une chargée d'études, soit on prend des prestataires pour nous faire les études.
Voilà. J'ai essayé d'aller vite. Merci Sylvie. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a deux GIP de ce type-là qui portent les contrats de ville, donc celui de Bayonne et puis celui de Pau, également en Pyrénées-Atlantiques, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Thibaut Deschonquer, est-ce que vous en connaissez d'autres dans d'autres régions, les GIP, et est-ce que vous en percevez rejoint ce que Sylvie Robert-Pouillade nous a partagé sur les avantages que ce modèle présente? Oui, alors oui et oui. Hein. Oui, j'en connais d'autres. Je connais bien le GIP du Havre, qui fonctionne très bien aussi, avec clé de voûte, parce que des GIP qui sont flottants, ça existe aussi. Donc la clé de voûte, c'est le portage politique et puis la présence dans les artères du GIP, et notamment au conseil d'administration des personnes qualifiées et puis qui ont un vrai poids politique local. Et donc et je trouve effectivement très intéressant la notion de GIP, aussi parce que pour moi, elle aborde la question de la cagnotte commune. En fait, ce qu'il faut éviter dans la politique de la ville, c'est que finalement, chacun finance son petit bout de chemin, son bout de compétence, et que derrière un espèce de simili-contrat, engagement collectif, etc., en fait, chacun soit là, non pas pour mettre au pot pour une ambition démultipliée avec des effets leviers, mais pour financer via un système très lourd, finalement, parce qu'il pourrait le faire seul, via une fausse cagnotte commune, des intentions communes, mais sur des pans de compétences qui sont propres à chacun, quoi. Et pour ça, je trouve que le JP est très intéressant. Et Sylvie, par rapport à votre expérience, je trouve très, très, très intéressant et très rare l'idée de programmation en fil continu, sans réellement de deadline, je trouve intéressant parce que… Je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Mais il me semble que je vous ai déjà croisé et que vous connaissez bien la politique de la ville. Si on se réfère à la politique de la ville, moi, mon premier métier, c'était chef de projet, enfin directrice d'un service urbanisme et chef de projet. Les premiers trucs, on n'avait pas d'appel à projet. Souvenez-vous, quand on faisait de la politique de la ville. Ça nous a été imposé au moment de la LOLF, au moment de la réforme du New Public Management, là, qu'on nous a mis en concurrence les territoires. C'est sous la loi Borloo, 2005 avec les CUX 2007, c'est là que les appels à projets sont arrivés. C'est-à-dire qu'on a mis, souvenez-vous, la première programmation en rue, on a mis les territoires en concurrence, sans se soucier de savoir s'il y avait de l'ingénierie ou pas pour répondre à ces appels à projets. Donc effectivement, des villes comme Bordeaux ou des villes comme Lyon étaient bien plus prêtes que d'autres villes qui avaient des difficultés similaires. Voilà, ces appels à projets, on nous les a imposés dans l'organisation d'une rationalisation de choix budgétaires. Donc moi, je prône depuis des années, à l'époque j'étais présidente de l'interréseau DSU, des professionnels du développement social urbain, et déjà on râlait en disant les appels à projets, c'est pas possible. On ne peut pas mettre en concurrence les territoires, mais on ne peut pas mettre non plus en concurrence des acteurs sur un territoire. Parce qu'il y a des associations qui n'ont pas de professionnels et qui font un boulot remarquable du point de vue culturel, de la cohésion sociale, du sport, du loisir, peu importe, ou même de l'emploi, alors qu'il y a des associations qui sont hyper structurées avec des professionnels qui vont capter de la subvention et qui font des trucs qui sont nuls. Voilà. Donc, les appels à projets, moi, je suis ravie d'entendre aujourd'hui le délégué de l'ANCT, Mariani, dire il n'y a plus d'appels à projets. Ouf! Mais c'est quand même 2005-2023. Moi, j'ai toujours prôné comme ça, c'est-à-dire que même si on avait un appel à projet, je me gardais toujours un petit bout de cagnotte pour en cours d'année pouvoir financer autre chose. Et le fait d'avoir des crédits communs, ça veut dire qu'on est, quand on a le BOP 147 qui arrive avec l'agglomération et le département, on a une force de frappe qui en plus facilite la vie des acteurs en face, puisque les acteurs en face, on est le guichet unique. Et personne n'y perd quoi que ce soit, ni l'État, ni l'agglomération, ni le département qui sont les financeurs du contrat de ville. Voilà. Mais ces appels à projets,
il faut en sortir. Il faut sortir de cette logique du New Public Management, il faut sortir de cette rationalisation des choix budgétaires. D'abord, le budget politique de la ville, c'est peanuts dans le budget de l'État, d'abord. Dans le budget des collectivités territoriales, c'est pareil, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, mettons en commun cet argent et redistribuons-le de façon intelligente quand ça correspond au projet et que ça améliore la vie des habitants. Voilà. Très bien, je me permets de reprendre la main aussi et de vous couper, même si ces échanges sont super intéressants. On aurait aimé poursuivre, mais bon, vous avez tous et toutes d'autres activités à conduire aujourd'hui. Donc, je vous propose que l'on conclue cette webconférence là-dessus. Il y aura, oui, un replay qui sera mis en ligne sur notre site internet. Il y aura avec ce replay les supports qui vous ont été présentés. Donc, vous aurez toute cette matière à disposition. Et avant qu'on se quitte, je vais laisser la parole rapidement à Christophe Rochard pour qu'il nous dise 3 mots sur le prochain temps de rencontre qu'on vous propose pour la préparation des contrats de ville. C'est cette journée participation citoyenne le 26 mai à Soyaux, Christophe. Oui, merci Laurence. Donc, c'est la suite du cycle contractualisation donc, qui s'échelonne sur toute l'année 2023 et notamment dans le prolongement d'aujourd'hui, puisqu'on est sur un chapitre gouvernance. Le 26 mai, à côté d'Angoulême, à Soyaux, nous organisons donc une rencontre en présentiel. Comment mieux prendre en compte la participation citoyenne dans les futurs contrats de ville. C'est une journée qui vise à rappeler les grands enjeux de la participation citoyenne, que ce soit dans l'élaboration en cours du contrat de ville et puis sa mise en œuvre. Donc, dans cette année 2023 qui est très particulière, notamment avec toutes les réflexions qui sont engagées au sein de la commission Meshmash. On aura dans cette rencontre, on aura notamment la participation d'un formateur consultant, conférencier, Patrick Nuremberg, qui accompagne des territoires en France et en Nouvelle-Aquitaine. On aura des ateliers pour partager des expériences très, très pratico-pratiques. On sera là pour donner à voir des outils qui encouragent, qui facilitent la participation. Et puis, on a choisi un principe pour cette rencontre, c'est de poser un cadre qui est très, très horizontal, très participatif. Donc, je pense que ça risque d'être assez sympa aussi sur la forme. Et peut-être le dernier point, c'est qu'on encourage les professionnels à inviter des conseillers citoyens ou des habitants ou des forces vives qui sont très impliqués dans cette dimension participative. Dans les quartiers, on a déjà d'ailleurs des profils de ce type-là qui sont inscrits à cette rencontre. Donc, le formulaire d'inscription a été partagé tout à l'heure par ma collègue Laurine dans le chat. Je vous invite à nous rejoindre pour cette rencontre le 26 mai. Merci. Merci Christophe. Et puis donc dans le prolongement d'aujourd'hui, il y aura ces fameux web ateliers qui se dérouleront non pas la semaine prochaine le 10 mai comme prévu initialement, mais le 22 juin. Donc prenez note aussi, on vous diffusera très très prochainement là les contenus des ateliers qui sont à visée très opérationnelle. Donc restez connectés par rapport à ça aussi. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Merci aux différents témoins qui ont contribué à la richesse de ces échanges aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.